Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour Kira, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, merci beaucoup. Ça va mieux déjà. Ça va t'as quitté tes toilettes ? beaucoup mieux. Voilà, j'ai quitté les toilettes. J'ai enregistré sur les toilettes la semaine dernière. Je sais pas si ça s'est entendu. Ouais, ça s'est un peu entendu, ça pétardait. Non, pas du tout. Mais oui, ça va nettement mieux. Bien que je suis resté un petit peu fébrile en ce début de semaine. Donc, je me couchais tôt. Je n'ai pas fait grand-chose à part jouer à Donkey Kong Bonanza et je suis sur le tout dernier niveau. Donc, vous aurez la chronique la semaine prochaine. Je m'amuse beaucoup dessus, c'est très très chouette. Et sinon, j'ai travaillé, je me suis reposé et c'est à peu près tout. Et toi, Kira ? Moi, cette semaine, j'ai travaillé, je suis un poil malade aussi. Je pense que c'est le changement de température avec les vacances. Du coup, j'ai joué à Metal Gear Delta toute la semaine. Donc, j'ai fini Metal Gear Delta tout à l'heure. Donc, je vais vous en parler du coup dans 15 jours. Très bien, très beau programme. Oui, très très beau programme, hein. Franchement, j'ai pas vu les heures passer. Et en parlant de programme, peut-être que je donne le sommaire. Le sommaire, comment on peut faire plaisir à la taverne, tout ça. Alors, cette semaine, on va débriefer le State of Play dédié à James Bond, First Class, ou je sais plus le nom du titre. First Light, exactement. On va parler aussi un petit peu d'Hollow Knight, Skillsong, qui est la suite qui est sortie aujourd'hui où on enregistre, et les premiers chiffres sont assez fous, donc ça va être rigolo d'en parler. Après, tu nous fais la chronique sur Mafia 4. Et enfin, je termine avec Hokuto no Ken, qui est une première partie d'une chronique qui sera en 2 parties du coup. Parce que voilà, j'ai scindé exprès deux grands arcs narratifs. T'as suivi les arcs, ouais. Ouais, on va aborder surtout le premier cette fois-ci en manga, hein, parce qu'il existe des animés et des films, et là on va parler du manga. Et comment faire plaisir à la taverne ? Eh ben, les 5 étoiles sur les applis de podcast. Sur Spotify, laissez des commentaires, vous pouvez vous exprimer et ça aide beaucoup au référencement. Depuis qu'on a ouvert les commentaires, on a plus d'écoute sur Spotify. Aussi, je peux mettre des sondages, donc si Kira, tu as une idée de sondage pour cette semaine, n'hésite pas, je la mettrai lundi. D'accord. Et sinon, partagez nos épisodes, faites-vous plaisir, parlez de la taverne du gamer autour de vous. Enfin bref, nous sommes une communauté de passionnés, donc partagez, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et nous écouter, les aussi, évidemment. Surtout qu'en ce moment, vu que je publie pas mal de screens de Metal Gear Delta, j'ai énormément de gens qui me contactent pour parler Metal Gear et c'est trop cool. J'ai vraiment... Toi qui es fan. Bah ouais, grave, moi qui suis fan et tout, ça me permet d'échanger avec les gens, les conseiller sur la chronologie et tout. Ils reviennent sur les anciennes chroniques parce qu'ils connaissaient pas forcément, c'est Metal Gear Delta qui leur ouvre une porte. Et c'est là-dessus qu'on sent bien la communauté gaming, c'est vraiment super cool et appréciable. Ouais, c'est plaisant, ouais, carrément. Du coup, on va commencer par la première news. Bien sûr, comme d'habitude, on lance le nouveau générique et on attaque. Go. Du State of Play du 4 septembre 2025 qui était consacré à 007 First Light. Donc 007 First Light, c'est un jeu que j'attends beaucoup pour 2 raisons. Déjà la première parce que j'aime beaucoup l'univers James Bond. Alors j'aime pas tous les films James Bond, il y en a que j'aime pas du tout, ça dépend des arcs en fait, mais il y a des films James Bond que j'aime beaucoup forcément. Et surtout, le jeu a été développé par IO Interactive, les papas d'Hitman, que j'adore. Et on va quand même remarquer, donc je vais vous détailler un petit peu cette présentation de 30 minutes qu'on a vue. Et déjà, pour commencer, lors de la première séquence qu'on voit dans le jeu, c'est une séquence d'infiltration lors d'un gala à Londres qui rappelle fortement, du coup, les grandes heures d'Hitman. Donc on voit James qui évolue dans un environnement dense, peuplé de dizaines de PNJ au comportement très varié. Plusieurs approches sont possibles pour récupérer un appareil photo, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, et ce qui permettra d'avancer dans le niveau. Donc on se retrouve dans une ambiance assez classieuse, ça semble tendu, ça m'a beaucoup fait penser au niveau de Paris qu'on retrouve dans Hitman, la dernière trilogie.
Et j'en attendais pas moins de la part de IO Interactive. Malgré tout, j'ai quand même eu l'impression, sur cette séquence en tout cas, de voir un Hitman avec un skin James Bond. J'ai pas trouvé ça original pour un sou. Là, le gameplay n'a pas l'air d'être orienté vers les assassinats, forcément, mais on va se retrouver quand même avec un système d'enquête interne pour avancer de différentes manières. Donc moi, c'est ce que j'aime, c'est tout mon kiff. Mais voilà, ça, c'est à souligner également. Ouais, cette séquence, j'ai bien aimé. En tout cas, le jeu, en plus, est très joli. C'est très... seul truc que j'ai trouvé assez dommage, c'est... elle paraît quand même très peu crédible, la séquence. Et par exemple, il escalade une gouttière devant tout le monde. Il passe sur une fenêtre aussi devant tout le monde. Enfin, je l'ai trouvé assez peu crédible, mais c'était pour illustrer finalement tout ce que le jeu pouvait proposer. Mais voilà, je reste un petit peu dubitatif sur le choix, en tout cas, de la séquence, mais le lieu, hyper cool. Et le côté classieux, comme tu dis, je trouve que ça renvoie évidemment beaucoup au James Bond classe, à l'anglaise, avec sa Jaguar, etc. Enfin, j'ai aimé ce côté-là qui colle vraiment au folklore que je me fais, en tout cas, moi, de James Bond. Après, ce qui est bien dans cette présentation, c'est qu'ils ont montré vraiment plusieurs types de gameplay différents en fonction des séquences. Donc, j'espère en tout cas que cette séquence ne sera pas la majorité du jeu, en vrai, parce que sinon, ça va être un clone d'Hitman. Mais ça m'a fait penser à d'autres jeux, j'en parlerai en fin de présentation. Alors, la séquence suivante nous plonge dans une course-poursuite effrénée dans les rues d'une ville. Très classique dans sa structure. Elle m'a pas mal impressionné quand même par sa mise en scène. Je trouve qu'il y a une belle sensation de vitesse, les collisions sont spectaculaires, et surtout le sound design qui met bien dans l'ambiance, entre les voitures, les bruits de balles et tout. Enfin, on a vraiment cette sensation d'être en course-poursuite. Là, IO Interactive mise sur l'efficacité et le fun. Clairement, ça se voit. C'est une conduite très arcade, très nerveuse, mais clairement, c'est ce qu'on demande dans ce genre de jeu, en fait. On ne demande pas de la simulation. Ouais, c'est fun, c'est dynamique et tout, c'est plaisant, c'est absolument pas réaliste, c'est très scripté, mais c'est efficace. En tout cas, ça fait une belle bande-annonce. Est-ce que ça se passera vraiment dans les faits comme ça quand on jouera, je sais pas. Mais en tout cas, même la physique des voitures, en effet, ça a l'air d'être efficace. C'est pas une simulation et on n'attend absolument pas ça. Donc, comme toi, j'ai été assez conquis de cette section-là qui fait tout à fait le job à mon sens. C'est ça. Ensuite, on a vu forcément donc une scène de fusillade. Donc, on a Bond qui affronte une escouade d'ennemis. Un génocide. Donc, voilà, il bute 800 personnes, il fait son Nathan Drake. Donc, il y a un cover system. Donc, ça, c'est très classique pour les jeux de tir actuels en TPS. On peut tirer dans différentes parties du corps. On a même la possibilité de jeter son arme vide sur la tronche de son adversaire. Ce que j'ai trouvé quand même très très cool en vrai. Et c'est fluide, c'est brutal. J'ai malgré tout trouvé ça un poil rigide, mais ça reste fidèle à l'esprit 007. Ouais, ça c'était une question que j'allais te poser parce que j'ai pas vu beaucoup de James Bond. Je savais pas qu'il tuait autant de gens comme ça à la minute. Tu vois, on aurait mis la musique de Mission Impossible, un skin de Tom Cruise. Là, je me serais dit, ok, on est dans Mission Impossible. Mais James Bond, j'avoue, tu vois, en tout cas, je me trompe peut-être évidemment, mais je me faisais pas cette image-là, tu vois. Je suis plutôt l'espion un peu classe et tout. Là, franchement, j'avais trop l'impression que ce soit un jeu Mission Impossible. Et ça collait bien. Alors, clairement, avec James l'avion Bond et tout. Dans les films ou même dans les dans les romans, James Bond ne tue pas autant de gens. Par contre, dans les anciens jeux vidéo James Bond, je pense à Aki tout double ou Bon baiser de Russie, là James Bond fait un génocide dans le truc. Donc quand je dis que c'est fidèle à l'esprit de James Bond, c'est fidèle à l'esprit de James Bond vidéoludique, okay. Au niveau des jeux. En termes de films, non, parce que même si le dernier Mourir peut attendre, James bute quand même pas mal de monde sur la fin. Il fait pas un carnage à ce point-là, quoi. Là vraiment le gars il te vide d'une petite ville, hein, quand même. Hein. Faut dire c'est clair. Donc c'est marrant, tu parles de Mission Impossible parce que je l'ai noté. La scène suivante, en fait, est digne de Mission Impossible. Hein. On a Bond qui affronte des méchants sur l'aile d'un avion en plein décollage. Donc ça, j'ai trouvé cette scène vraiment très très cool. Donc absolument pas crédible, clairement. Il aurait dû s'envoler 50 fois et mourir, mais c'est pas grave, c'est un jeu vidéo, donc c'est pas ce qu'on recherche. Clairement. En plus, on a vu avec un petit gadget, on peut faire pencher l'avion à droite ou à gauche, donc ce que j'ai trouvé quand même assez cool. Donc je pense que ça va être un gadget de Q, forcément. Cette séquence de combat rapproché est quand même une certaine imagerie cinématographique. Il y a un petit côté un peu Fast and Furious aussi, hein, faut pas se leurrer. On est dans un décor en mouvement, c'est comment dire, et ça finit par l'infiltration dans l'avion, en fait. Ouais. Donc ça, c'est cool, c'est une scène qui m'a beaucoup plu, et surtout,
quand j'ai vu l'enchaînement donc de toutes ces scènes-là, on a vraiment vu le panel de tout ce que va proposer le jeu. Et c'est vrai que pour IO Interactive, qui a quand même l'habitude de faire quelque chose de très rigide, même les Kane et Lynch que j'ai bien aimé à l'époque restent des TPS très rigides. Cool, là, ça paraît plus, c'est très cool, tout à fait. Là, ça paraît plus fluide quand même. Ouais, carrément. C'est une très belle séquence. C'est très cinématographique, c'est très hollywoodien. Et James Bond est une star de cinéma, donc pour moi, on est en plein dans l'exercice. Bien que j'ai trouvé ça un poil too much. Mais en fait, c'est du grand spectacle. Il faut, je pense, vraiment le prendre comme ça, cette nouvelle itération de James Bond. Et quand on s'est fixé cette idée-là, bah, ça passe très bien. C'est bien réalisé, c'est bien mis en scène, c'est dynamique, c'est varié. Voilà, j'ai trouvé la séquence là aussi très, très réussie. Là où moi je suis satisfait, c'est que le jeu donc ne propose pas d'open world. À la place, le studio a opté pour une structure linéaire, très scénarisée. Ça rappelle fortement Uncharted et je pense que c'est l'inspiration principale du jeu, parce que sur vraiment l'enchaînement de séquences, la manière dont bouge Bond et tout, on a vraiment l'impression que c'est Nathan Drake. Alors ce qui est quand même assez rigolo, c'est que même si c'est très beau et ce que j'ai vu m'a plu, en termes d'animation de personnages, on est quand même loin d'Uncharted 4 qui est sorti il y a quasiment 10 piges maintenant. Donc surtout les visages qui font un peu mal. Ouais. Alors ça, je pense que ça vient du moteur graphique, parce que le moteur Glacier 3 est un très bon moteur dans le sens où il peut afficher énormément de personnages à l'écran sans tousser. Il y a énormément de détails et tout. Par contre, les visages ont toujours été assez rigides et on a cette sensation de poupée de cire en fait sur chaque visage. Et je pense que là, ça viendrait plutôt du moteur graphique. Après, chaque niveau, en tout cas, ce qu'on a vu, est quand même conçu comme une séquence à part entière avec des mécaniques de gameplay variées. On a vu de l'infiltration, de la course-poursuite, fusillade. J'espère qu'il y aurait quelques petites énigmes, ce serait cool. Le rythme est soutenu, je trouve que le fun semble immédiat et la mise en scène est quand même spectaculaire. Je le disais tout à l'heure, certains visages sont rigides, c'est vrai. Je doute que ce soit corrigé d'ici le mois de mars, mais voilà, pour moi, ça serait quand même un des plus gros défauts, c'est la technique des personnages. Au niveau de James, je trouve que le studio également a fait un choix audacieux en confiant le rôle de James Bond à Patrick Gibson. Donc je m'en doutais, quand je l'ai vu la première fois, je l'avais publié sur Twitter et j'avais dit il ressemble beaucoup à cet acteur qui a été révélé dans la dernière série Dexter, Original Sin, tu sais, on en avait parlé, où il joue Dexter Morgan jeune. Et franchement, je trouve que c'est un bon casting. Il a une bonne tête de Bond, il est à la fois très anglais et suffisamment tête à claque pour que ça marche. On peut croire aussi à cette origin story, parce qu'on est dans une origin story, donc il peut faire, je trouve, des merveilles pour un Bond en devenir. Là, on a quand même un Bond en formation, et qui me semble, pour le moment, très sûr de lui, peut-être trop sûr de lui, et c'est justement ce trait qui donne du relief au personnage, tu vois. Ce côté du personnage, je trouve que ça colle parfaitement à l'idée d'un espion qui n'a pas encore été brisé par toutes les missions qu'il a effectuées, en fait. Ouais, je trouve le choix carrément judicieux, il a du panache et tout, je le trouve hyper sympa, enfin, ouais, c'est un choix, en plus c'est sympa dans le State of Play, ils ont fait parler du coup l'acteur. Ouais, c'est cool. Donc il a un petit peu témoigné sur son expérience, le personnage et tout, je trouvais ça hyper malin de le faire intervenir, donc pareil, je trouve que c'est un excellent choix. Et pareil, l'image que je me fais moi du James Bond, c'est un personnage un peu intemporel qui n'a pas de visage en soi, même s'il est très incarné par des acteurs hyper forts, mais c'est un personnage qui change un peu à la Doctor Who presque. Et bah là, c'est une nouvelle proposition qui a une vraie identité et c'est un beau pari. Je trouve ça hyper intéressant. C'est ça, parce que quand tu regardes toutes les itérations de James Bond, on a eu Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton. On a eu également Pierce Brosnan et Daniel Craig. Tous ces acteurs-là avaient comme particularité d'être très très différents dans leur jeu et dans leur façon d'appréhender le personnage. Là, ce qui est bien, c'est qu'IO Interactive en fait s'engouffre pas dans cette dynamique. Ils partent sur une origin story, ce qui n'a jamais été vu, que ce soit en livre ou en quoi. Donc pourquoi pas avoir une trilogie origine avec ce James, ce qui pourrait être très cool. Après, en plus, il a ce petit terre pédant, tu sais, dans le regard, tu as ce sourire en coin qui dit je vais m'en sortir, avec du style, tu vois, le côté un peu chien fou mais un peu anglais à la fois. Donc ça m'a beaucoup plu. Et je trouve qu'avec ce 007 First Light, IO Interactive semble vouloir marier l'élégance de Bond, la liberté tactique d'un Hitman et la narration très très péchue, explosive d'un Uncharted. Et pour moi, c'est un cocktail que je trouve déjà prometteur pour tous les amateurs d'action comme moi ou même de films d'espionnage. Et par contre, ça reste un pot pourri de plusieurs influences. Ça va pas réinventer la roue, ça je pense pas. Mais sur le papier, je trouve ça diablement excitant.
Ouais, je comprends que toi en plus c'est vraiment ton dada. Je suis un peu plus nuancé et toi d'ailleurs c'était marrant parce que je t'écoutais, t'as dit 4 fois classique, classique, classique quand tu décrivais les trucs et c'est finalement un peu ça, tu vois, que j'ai retenu, c'est que c'est une succession d'enchaînements ou de séquences toutes différentes où ils ont l'air de faire tout bien, mais tout sera du déjà vu. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est enfin ça chacun y trouvera son compte. Je trouve juste que dans la partie gameplay, ben, ça inaugure pas en tout cas une révolution ou quelque chose qui va transcender le genre. J'aime bien la jauge d'instinct, ça c'est sympa, le bluff qui peut sortir un peu au dernier moment pour sauver une situation. Il y a des trucs assez sympas et qui correspondent en plus au lore de James Bond. Mais ma seule petite nuance, c'est que c'est vraiment très classique. Et je pense que tu l'as dit plusieurs fois et ça le démontre très bien. Le jeu m'a fait penser au Gardien de la Galaxie que tu as testé au tout début de la taverne, parce que c'est un peu le même style en fait. On va enchaîner plusieurs scènes d'action de différentes formes en suivant une histoire, et le jeu était très classique mais faisait bien ce qu'il faisait en fait. Et j'ai l'impression de me retrouver un peu sur ce style-là. Après, bon, moi j'aime bien quand les jeux tentent des choses, mais avec une licence aussi grosse, je pense qu'elle a dû coûter quand même une blinde. Je pense qu'ils ont voulu jouer la sécurité là-dessus. Ouais, possible. Pour continuer, parlons de la très grosse sortie indé de l'année, je dirais, parce que tu l'as un petit peu dit la semaine dernière quand on débriefait. Non, Skillsong, donc Hollow Knight. Mais tu le disais, tu l'illustrais à la Gamescom et il y a un énorme engouement. Il y a certains même journalistes qui parlaient du GTA 6 indé de cette année, mais parce qu'il a une aura énorme. Le premier jeu est un chef-d'œuvre, il est sorti il y a 6 ans. Et donc sa suite est sortie aujourd'hui à 16h, donc là on enregistre le soir. Une suite qui s'est longtemps fait attendre, mais il y a des explications. Déjà la première, c'est Harry Gibson, le cofondateur du studio, un studio australien, qui disait, je cite, « Tout ce que je dessinais devait se retrouver dans le jeu. Et je n'avais pas arrêté de faire des croquis. Il aurait fallu 15 ans pour le terminer. » Donc le gars... Tu veux dire que c'est un gars qui a un peu le melon et qui est très contre le fric? Même pas en plus. C'est que je pense qu'il est très passionné par son univers et il aurait pu y passer des années à développer son jeu. Et ça devait être initialement qu'un simple DLC, d'ailleurs, ce Skillsong, mais au regard du succès incroyable que le jeu a eu, voilà, ils se sont lancés dans cette suite. Une suite qui est au prix de 19,99 €. Donc ils n'ont pas augmenté le prix de leur jeu, alors qu'ils auraient clairement pu. Ils l'auraient vendu 40 €, ils en auraient vendu des millions. Donc là, ils sont restés sur un prix très décent. Après, voilà, certains débats disent que eux, ils vendent leur jeu à 20 € quand on a des jeux à 80 sur d'autres plateformes ou autres. Ça, c'est un peu démagogique, sachant que ils sont 3 à faire ce jeu. Oui, c'est pas les mêmes infrastructures. Je pense qu'il n'y a pas la même communication non plus. Ouais, voilà. Enfin, il y a plein de raisons qui font que c'est pas du tout le même prix. Mais en tout cas, ils ont fait ce très beau geste de pas augmenter le prix du jeu, ou très peu. Je crois que le premier devait être à 15 €, quelque chose comme ça. Il est en plus disponible dans le Game Pass. Si vous êtes joueur Game Pass, il est dedans, donc vous pouvez foncer. Et ils ont fait aussi le choix de ne pas augmenter la taille de leur studio parce qu'ils auraient pu. Le jeu, j'avais vu la rentabilité, c'est un délire. Il avait coûté, je crois, 50 000 $ à faire. Et il en a rapporté des millions, plusieurs dizaines de millions même. Donc c'était vraiment un chiffre mais délirant. Ouais, carrément, c'est une vraie success story énorme. Et le démarrage là, de ce jeu, donc, qui s'est fait un peu plus tôt dans la journée aux États-Unis, a cassé Steam, au sens littéral, pas vraiment évidemment. Mais dès le début, il y avait 111 000 joueurs connectés en simultané, 424 000 un peu plus tard dans la soirée aux États-Unis. Donc c'est un énorme carton. À la Gamescom, on en avait parlé, ils avaient dû même, la file d'attente était tellement longue, il fallait prendre un rendez-vous, avoir un QR code pour tester le jeu, enfin vraiment un gros délire. Quand même. Ouais, quand même. Et ils ont vraiment respecté leurs joueurs sur cette deuxième proposition, où on n'incarne pas le héros du premier, Hornet, mais on incarne du coup l'ancienne gardienne du monde d'Hollow Knight, donc avec tout plein de nouvelles idées de gameplay, parce qu'elle se bat plutôt avec un fouet. Enfin,
Vraiment, ils ont beaucoup soigné leur jeu. Il y a 200 ennemis, 40 boss. Ils nous promettent une très longue longévité au jeu avec du contenu qui arrive, du contenu qui sera gratuit, comme pour le premier. Enfin bref, je crois que ça va être le début d'une success story qui aura ce nouveau Hollow Knight. Il sera très bien positionné, je pense, au Game Awards, certainement le jeu indé de l'année. On verra. Mais vous, joueurs, vous avez été au rendez-vous, en tout cas, pour la sortie de ce Hollow Knight Skillsong. Quand t'en parles, ça me fait un peu penser à Darksider. En fait, quand tu passes de Darksider 1 à 2, il change le personnage principal, il change aussi un peu le gameplay avec des compétences différentes, parce que c'est pas du tout le même principe. Dans le premier, on a Guerre, qui est un peu un espèce de gros bourrin, et dans le deuxième, on a Mort, qui lui s'accroche davantage, il est plus félin, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le même principe, c'est plus une sorte de spin-off qu'une suite, en fait. Ouais, et puis elle a un côté un peu plus aérien, en fait, plus virevoltant, des attaques un peu plus à distance, élégantes et tout, quand l'autre c'était vraiment plus du corps à corps, effréné et très dur. Donc c'est vrai que moi j'aime bien ce parti pris qui n'est pas fainéant, en tout cas d'une simple suite, il y a vraiment une idée derrière. Ils y ont investi du temps, de la passion, à 3 encore une fois. Avec des musiques qui se veulent visiblement toujours incroyables, de Christopher Larkin qui a recomposé les musiques de ce jeu-là aussi. Donc ouais, pour moi, tous les ingrédients pour un énorme succès sont réunis. Ouais, surtout que c'est cool quand ils tentent des choses, enfin de modifier un peu la recette dans des suites, parce que c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup, en tout cas sur cette génération de consoles, j'ai beaucoup l'impression du côté suite 1.5, tu vois, de pas avoir vraiment, pas forcément une révolution, mais que les changements sont très très minimes au final, et c'est plus de l'optimisation et tout. Là, on a l'impression qu'ils sont quand même partis ailleurs. Ouais, carrément. La partie news étant terminée, on va passer sur le test de la semaine. Donc le test de la semaine, c'est Mafia The Whole Country, le Mafia 4 de la saga. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Mafia en podcast, en disant que j'étais fan vraiment de cette saga. J'ai même testé Mafia Definitive Edition dernièrement. Oui. Donc c'est l'occasion en fait de parler de celui-ci. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc ça, vous le saurez juste après la musique du jeu, bien sûr, que j'ai sélectionné. Quel suspense! La saga Mafia est une vieille mamie du jeu vidéo maintenant quand même, parce que depuis ses débuts en 2002, avec Mafia City A Lost Haven, elle a toujours misé sur une narration forte, une ambiance cinématographique et un regard presque romantique sur le crime organisé. Le deuxième opus, Mafia 2, sorti en 2010, a renforcé cette image avec une histoire forte et une direction artistique marquante. Puis est venu Mafia 3 en 2016, un épisode plus ambitieux, plus coûteux également, mais surtout plus controversé, notamment à cause de son monde ouvert jugé répétitif, ainsi que le retrait de certaines mécaniques qui étaient quand même dans l'ADN des deux précédents jeux. Enfin en 2020, Mafia Definitive Edition a offert un remake somptueux du premier jeu, donc il a été salué par sa fidélité et sa modernisation, donc c'est typiquement un très bon remake. Je vous renvoie à mon test, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous voulez... à quel épisode? Je sais plus. Un épisode d'avant. C'était il y a pas longtemps, c'était il y a quelques mois. Mais après avoir essuyé des critiques assez virulentes quand même pour Mafia 3, Hangar 13 a compris qu'il fallait changer de cap. Le studio a donc décidé de revenir aux fondamentaux en abandonnant le monde ouvert pour une structure plus linéaire, plus intime et surtout plus cinématographique. C'est ainsi qu'est né donc Mafia The Whole Country, un projet AA, ambitieux, pensé comme une lettre d'amour aux origines de la saga et à l'histoire du crime organisé. Sur le papier, c'est une bonne idée déjà, on peut dire. Ils ont été raisonnables. Ils n'ont pas craqué au monde ouvert comme c'est malheureusement beaucoup le cas. Surtout comme ils se sont, on va dire, croûtés sur le monde ouvert de Mafia 3. Donc je mets des guillemets, parce que moi j'aime beaucoup Mafia 3. Il est certes répétitif, mais l'histoire est cool et les passages cinématographiques sont toujours excellents. Mais comme on est vraiment dans un monde ouvert et qu'on répète pas mal de choses, forcément la narration se retrouve diluée en fait. Et là, ils ont décidé ils ont eu moins de budget, je pense, mais de resserrer ça pour retrouver, on va dire, les vibes des deux premiers Mafia. Le jeu n'est pas une suite, mais un préquel. Il se déroule bien avant les aventures de Tommy Angelo et de Vito Scaletta, ou même de Lincoln Clay.
On prend l'avion et on va direction la Sicile au début du XXe siècle, une époque méconnue mais essentielle, où la mafia n'est pas encore une organisation tentaculaire, mais une structure locale enracinée dans des traditions, ça peut être des traditions religieuses. Il y a un petit côté terroir, un peu campagnard. Donc on va retrouver de la vendetta, bien sûr, le code d'honneur des mafieux, mais on est plus sur les balbutiements de cette grande fresque. Comme je disais tout à l'heure, le budget est modeste, comparé à Mafia 3 et au blockbuster AAA. Et là-dessus, je trouve qu'Hangar 13 a su tirer parti de ses moyens pour livrer une expérience plus resserrée, plus maîtrisée et profondément immersive. Le studio a misé sur la narration. Non, j'ai recherché le budget dans tous les sens. Il n'y a rien qui correspond. J'ai juste vu une interview du directeur de développement qui disait qu'il était 2 fois moins élevé que celui de Mafia 3. Ah ouais, quand même. On est vraiment sur un jeu. Je pense que ça doit être l'équivalent du Mafia Definitive Edition. Mais au final, pour ce genre de licence, je pense que c'est nécessaire. On est souvent en train de pester sur les AAA, qui sont toujours génériques. Bah là, ils ont pu au moins, je pense, faire, du moins, avoir la vision créative qu'ils voulaient avoir. C'est plus rationnel, en tout cas. Ça paraît plus rationnel au vu de l'ambition du jeu. C'est ça, et puis ça permet aussi de vendre un jeu à 49€. Donc, mine de rien, ça compte aujourd'hui. C'est intéressant, quoi. Ça compte beaucoup, tout à fait. Donc, le studio a misé sur la narration, la mise en scène et surtout une direction artistique forte, plutôt que la démesure, ce qui donne une histoire plus intime et plus familiale. La mafia, la famille, ça se tient. Je vais faire un petit peu le synopsis. Donc on incarne Enzo Favara, un jeune Sicilien brisé par la misère, donc il est contraint de travailler dans des mines de soufre. Il est recueilli par la famille Torizzi et il va tenter de gravir les échelons dans un monde brutal où la loyauté et la violence sont indissociables. L'histoire suit son ascension, ses dilemmes moraux, ses trahisons et son amour interdit pour Isabella, la fille du Don. C'est un récit mafieux très classique, sans grande surprise, mais il fonctionne grâce à une écriture classique. C'est le mode d'émission classique. Ouais, voilà, on est la Taverne du Gamer, une émission classique. Donc ça fonctionne parce que l'écriture est solide et les personnages sont bien campés. Donc on a Enzo qui est un jeune outsider attachant, Isabella apporte une touche de tendresse et surtout le Don, donc le Don Torizzi, mon accent italien raciste, impose le respect par sa seule présence. Mais vraiment, le look du personnage, même s'il parle pas, il en impose. C'est ça. Et bon, tous les archétypes du genre sont là, mais sont traités quand même avec suffisamment de finesse pour qu'on s'y attache. Comment on s'attache à ce jeu ? Bien sûr, grâce à la mise en scène. Donc le jeu adopte une structure chapitrée, comme un long métrage, donc il est découpé en séquences. Chaque chapitre, donc ils sont au nombre de 14, est pensé comme une scène de film, donc avec ses enjeux, ses dialogues, ses moments de tension et d'émotion, et ils sont entrecoupés d'ellipses, donc qui peuvent passer de plusieurs jours à plusieurs années. Dans la façon dont c'est mis en scène et dans le gameplay, ça m'a beaucoup fait penser à A Plague Tale, pour cette volonté de raconter une histoire sans se perdre dans des mécaniques superflues. Et puis le côté méditerranéen un peu et tout, ça colle complètement avec l'esprit de Plague Tale, donc exactement, je pense qu'ils sont vraiment qu'ils sont inspirés. Alors il y en a quand même, mais il y en a moins, oui, c'est sûr. En parlant de méditerranéen, la photographie est superbe, avec des tons sépia, une lumière chaude, une ambiance méditerranéenne, qui évoque les films de Scorsese ou de Coppola. Les panoramas siciliens, on a des villages en ruine, on a des marchés animés, on a également des chemins de terre qui offrent, à mon sens, la plus grande immersion dans ce jeu. Je disais que sur le premier Mafia, que la ville était un personnage, là c'est carrément la Sicile qui est un personnage à part entière en fait. Et le jeu transpire le cinéma, jusque dans ses silences, ses regards, ou même ses ellipses narratives, avec ses plans de caméra très old school, qui accentuent cet ADN. On va retrouver des plans de caméra à la Coppola, très figés, avec certains travelling, certaines positions de caméra, donc on sent qu'ils ont révisé quand même avant de faire ce jeu. Ils ont bien bossé. C'est ça. Au niveau de la technique, le jeu est développé sous Unreal Engine 5, donc c'est un régal visuel, les textures sont fines, les effets de lumière sont soignés, les environnements fourmillent de détails, les animations faciales sont très convaincantes, bien qu'assez inégales, c'est-à-dire les personnages principaux sont très bien, mais les personnages secondaires, on sent qu'il y a quand même eu moins de temps dessus. Les décors sont vivants, il y a des papillons qui volent, des fleurs qui bougent, on a des transitions entre les scènes qui sont très fluides. C'est
pour moi le plus gros atout du jeu. Au-delà de sa mise en scène, c'est vraiment l'enrobage du jeu. Côté gameplay, le jeu est volontairement rétro, voire même très générique, donc c'est classique, je l'ai dit tout à l'heure. J'allais le dire, tu m'as eu. Les phases d'action sont variées, donc on a de l'infiltration, de la fusillade, on a de la course à cheval ou même en voiture, mais le système de tir reste lent, donc c'est aussi un peu réaliste, dans le sens où on a quand même des vieilles pétoires d'époque. Pour moi, le gameplay de tir, le gameplay de combat est malgré tout assez daté. L'intelligence artificielle est peu réactive. Le level design est, encore une fois, très classique. Et le jeu est d'une extrême facilité, mais ça ne nuit pas à l'expérience globale. Le jeu ne cherche pas à réinventer la roue, c'est marrant, mais j'ai l'impression de réciter ma chronique de James Bond. mais à raconter une histoire avec des séquences de gameplay bien huilées, et là-dessus, il le fait bien. Les courses, tradition de la saga, sont présentes, mais elles sont plus accessibles. Donc on a une première course à cheval. Dans le cadre du Palio, c'est une course en fait, une course de cheval, et une seconde course en voiture, donc c'est exactement pareil, une autre course style événementiel. Comme dans James Bond, tu veux dire ? Non, pas comme James Bond, là c'est plus comme dans Forza, tu vois. Ah d'accord, ok, carrément. Voilà, c'est pas de la course-poursuite, c'est de la course-course. D'accord. Okay. Donc, on a des bolides d'époque qui sont fidèlement modélisés. Ces séquences apportent un rythme et surtout de la variété, sans tomber dans l'exagération. C'est de la conduite très arcade, mais c'est très agréable à jouer. Et c'était le point faible que j'avais souligné sur le Mafia Definitive Edition, c'est que la course de voiture, quand tu le fais en difficile, ça a un pic quand même. C'est-à-dire tu vas rouler sur le jeu, mais quand tu arrives à cette course-là, ça devient beaucoup plus difficile. Et je connais beaucoup de gens qui sont passés du niveau de difficulté difficile à normal, voire facile, pour au moins passer cette course, en fait. Okay. C'est ça. Parce que la voiture avait tendance à glisser, on avait des vieux coucous, quoi que ce soit. Donc là, ils ont augmenté le côté arcade du truc, mais du coup, c'est beaucoup plus agréable et on a des meilleures sensations de vitesse. Ok. La bande-son est discrète mais efficace. Elle mêle les instruments traditionnels italiens et des compositions orchestrales pour accompagner les moments clés du jeu. Le doublage est disponible en plusieurs langues, mais c'est la version sicilienne qui se distingue. Elle apporte une certaine authenticité malgré une sacro-labiale aux fraises. Donc on va retrouver les accents, les intonations, et pour plus d'immersion. À côté de ça, on a une VF qui est de très bonne qualité également, avec des comédiens reconnus pour leur talent. Et cette version, bizarrement, a une meilleure sacro-labiale que la version sicilienne. Donc je pense qu'ils ont dû faire le jeu en version anglaise. Ils ont dû le doubler en version sicilienne pour donner un côté réaliste. Mais ils ont peut-être pas mis le même budget, en tout cas, dans cette version-là. Moi, je l'ai fait, j'ai testé les deux versions. J'ai fait un premier run en français et un deuxième run en sicilien. Même si c'est agréable d'entendre parler dans leur propre langue pour le côté roleplay, c'est vrai que la sacro-labiale est vraiment dégueulasse et ça peut être gênant. Par contre, c'est vraiment un beau geste au vu du petit budget, enfin plus petit budget visiblement, du jeu, d'avoir vraiment localisé en français pour les joueurs. Rappelons-le, un GTA qui vaut des milliards, ne le fait pas, ce qui pour moi est une vraie hérésie là-dessus. Et franchement, bravo au studio d'avoir fait l'effort sur leur jeu. Et à n'en pas douter, ça va contribuer peut-être à un succès, je l'espère, chez nous en France. Oui, parce que ça coûte cher une localisation. Mais oui. Donc, et puis surtout quand c'est bien fait. Voilà. Est-ce que les gens vont écouter en sicilien à part en Sicile ou en Italie? J'ai des doutes. Je pense que les gens vont partir vers leur langue à eux directement. Ouais, mais voilà, ça a le mérite en fait d'être là et surtout on a le choix. On n'a pas besoin d'aller bidouiller sa console, de changer la langue ou quoi. On le choisit dans le menu et c'est parti. Ce qui distingue ce The Whole Country des autres jeux, c'est donc son cadre sicilien. Ouais, t'as vu, j'essaye de... Voilà, on est loin des gratte-ciels américains et des gangsters en costard. On découvre une mafia rurale ancrée dans les traditions. Et je trouve que ce choix apporte un véritable vent de fraîcheur pour la licence, car ça explore une époque et un lieu rarement représenté dans le jeu vidéo déjà, ou même dans le cinéma. Elle permet de comprendre les codes de la saga ou même les codes des sagas de mafia en général. C'est un jeu qui esthétiquement est très éloigné de ce qu'on imagine de la mafia, mais qui transpire cette culture en fait. La Sicile, c'est comme Empire Bay ou New Bordeaux, un personnage à part entière. Donc j'ai déjà dit tout à l'heure, je commence à me répéter. C'est des paysans et ouais, je suis fatigué. C'est des paysans et c'est exactement ce que je recherche dans un jeu en ce moment, du dépaysement. Oui, bien sûr. Au niveau de la durée de vie, donc le jeu se termine en une dizaine d'heures pour l'histoire principale, jusqu'à 25 heures pour le 100%.
C'est court, mais c'est dense et c'est intense. Chaque mission compte, chaque dialogue a du poids, et l'absence de contenu superflu permet de maintenir, je trouve, cette immersion du début à la fin. Je vais conclure. Mafia The Old Country est une réinvention, il ne cherche pas du tout à révolutionner la saga. Et puis après tout, tous les jeux ne sont pas voués à révolutionner leur média. Mais clairement. Mais il fait des choix forts, donc l'abandon du monde ouvert, en retour à une narration linéaire comme les 2 premiers Mafia. Mais le cadre inédit, la mise en scène plus intimiste fonctionne à la perfection. Ce n'est pas le plus innovant des jeux, ni le plus spectaculaire, mais ce qu'il fait, il le fait très bien. C'est une belle réinvention de la licence qui devrait ravir les fans de drames mafieux, et également de récits immersifs et de jeux narratifs à l'ancienne. Hangar 13 a osé changer son fusil d'épaule, et c'est pour le mieux. Ce Mafia, donc, ne réinvente pas la roue, et je tiens vraiment à insister là-dessus, parce que quand j'en parlais avec des gens sur Internet, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ouais, mais c'est du déjà-vu ». Oui, c'est du déjà-vu, mais c'est du déjà-vu bien fait, en fait. En fait, c'est du déjà-vu qu'il polie avec soin. Il nous offre un voyage poignant dans les racines du crime organisé. C'est un jeu élégant, c'est un jeu tragique, c'est un jeu humain, quoi. Et c'est tout ce qu'on attend, je trouve, d'un univers autour de la mafia, parce que c'est souvent ça que ça raconte, la mafia, des hommes avant tout qui utilisent du jeu de pouvoir pour asservir les autres, exactement, la lutte des classes, à la chute de l'échelle, enfin bref. Plein de choses qui gravitent autour de l'homme, en fait, qui est toujours un peu central dans ces œuvres-là. Et du coup, est-ce que à la fin du jeu, il te laisse une porte ouverte à une suite éventuelle, ou on peut le savourer dans son entièreté sans qu'il y ait de cliffhanger ou de trucs un peu... Ah non du tout, t'as une vraie fin à ton jeu. Très bien. Ce qui est bien, c'est que t'as quelques easter eggs aux autres jeux de la saga qui sont disséminés ici et là, mais c'est très très subtil. Par exemple, à un moment, tu vas te retrouver à infiltrer un commissariat, et je suis tombé sur le dossier d'un personnage très important du premier Mafia, en fait, quand il était jeune. Et j'ai trouvé ça cool, parce que j'en parlais à un pote, j'ai envoyé le screen, il l'avait pas vu, il était totalement passé à côté, en fait. Et donc c'est ça qui est cool. Les jeux, non c'est parce qu'il lit pas dans les jeux, ton ami? Oui, je pense qu'il doit pas lire. Et du coup, c'est ce que je me dis, c'est que c'est pas de l'easter egg qui te pète à la gueule, tu sais, en mode clin d'œil, tu vois. C'est vraiment, tu le cherches, tu le trouves, et c'est ça que tu dis, ah, mais d'accord, ça représente. C'est une récompense. Une vraie Exactement. Récompense. Et c'est ce que je reproche à beaucoup de jeux actuellement, ou même beaucoup de séries. Tu vois, je regarde Alien Earth en ce moment, et c'est très compliqué, parce que la série t'abreuve d'easter eggs dans tous les sens, pas forcément de bon goût, mais il n'y a pas ce côté reconnaissant, tu es un fan. Du coup, j'essaye de te faire plaisir en faisant travailler ta culture. C'est là, on te balance tout ce qu'il y a, et après, ça match ou ça match pas. Là, c'est pas le cas. T'as quelques petites choses à droite, à gauche, mais ça se concentre d'abord et avant tout sur ces personnages. Ça raconte son histoire de A à Z. S'ils font une suite, ça sera comme tous les mafias, d'autres personnages à une autre époque, et j'espère qu'ils font une suite en tout cas. Et surtout, encore une fois, 49 € le jeu neuf, je crois que j'ai même payé 39 balles en plus, je crois, chez Leclerc. Mais à ce prix-là, vraiment, vous pouvez foncer, parce que le jeu le mérite. Et tu penses qu'il marche bien? On a des premiers chiffres de vente là, j'ai vu qu'il était numéro 1 des ventes sur les 2 premières semaines où il était sorti en France. Donc je me dis que c'est plutôt cool. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour. J'ai lu qu'il y avait 2 millions de joueurs à un moment dessus, ce qui est déjà très bien pour un jeu de cette envergure. Ça me paraît beaucoup, ouais. Après, c'est 2 millions de joueurs, pas 2 millions de... Ah, mais il est pas dans le Game Pass, l'autre? Si. Mais il est pas dans le Game Pass. Mais bon, tu sais, les jeux, ils peuvent se prêter. Donc, c'est pour ça, donc je sais pas trop. Mais en attendant, j'espère en tout cas que le jeu a marché, parce que pour moi, c'était une petite bouffée de fraîcheur cet été. Bon, surtout que t'es fan, là aussi, de l'univers, quoi. Oui, c'est ça. Alors, je suis fan de l'univers. Après, j'arrive malgré tout à rester lucide sur les choses qui vont ou les choses qui ne vont pas. Mais c'est que vraiment, ce jeu m'a fait voyager, m'a fait découvrir des personnages. Et ce qui est ouf, c'est que certains personnages que tu n'aimes pas de prime abord, tu prends de l'affection pour eux, et vice-versa, en fait. Et ça, je trouve que c'est la force d'un récit bien écrit. Carrément. Donc là, tu vas nous parler d'Hokuto no Ken, c'est ça? Hokuto de cuisine, Nanto de vison, tic-tac-toki. Tic-tac-toki. Voilà, on les a faites, au moins c'est dit. Mais exactement, pour les moins initiés, et c'est pas une honte, bien au contraire, en manga, Hokuto no Ken, c'est nul. Ken le survivant, pour ceux qui ont connu le Club Dorothée. Ken le survivant, tout à fait. Exactement. Mais là, on va se concentrer, du coup, comme je le disais, sur le manga.
Donc moi j'ai lu je suis en train de faire la Perfect Edition chez Crunchyroll, qui est en double volume. Donc on traite les 10 premiers tomes de la Perfect, l'arc à l'histoire autour des frères du Hokuto. Donc sorti en 1983. Hein, le manga, ça commence à dater un petit peu. Mon année de naissance, dis donc. Il est très vieux ce manga. Et bah c'est rigolo parce que en effet ton année de naissance et la parution a terminé en 1988, mon année de naissance. Comme quoi, tu vois, c'était destiné. Ouais, c'est trop drôle. Ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Et donc, c'est le fruit de la collaboration, évidemment, au scénario de Buronson et en tant que dessinateur, Tetsuo Hara, le très grand, un des plus grands mangaka en termes de dessin. Il est incroyable. Et le manga s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, avec une influence. Déjà, cette œuvre-là, aimée de plein d'influences différentes, et elle aussi a influencé à son tour d'autres œuvres. Et donc, on verra que c'est une œuvre qui finalement est différente de ce qu'elle paraît être, surtout dans cet arc-là. Et c'est ça qu'on va développer au travers de la chronique. Mais avant, un petit peu de musique, donc je sais pas encore ce que je vais mettre, mais il y aura de la musique. Donc la création, c'est assez drôle, comme la tarte tatin qui démarre d'un échec, Hokuto no Ken aussi. Donc fallait faire quand même la parallèle entre la tarte tatin et Hokuto no Ken. Si on se fie au dessin animé Ken le survivant de l'époque Club Do, ça peut être une vanne du dessin animé, ça passe. Ça pourrait, exactement. Donc je l'ai dit, on est en 1983, donc Tetsuo Hara sort de l'annulation prématurée d'une de ses séries, après seulement 10 semaines de publication, donc voilà, un vrai échec, hein, on peut le dire. C'était The Iron Don Quichotte, donc qui n'a pas du tout marché, je ne connais pas, hein, je ne vais pas faire genre le mec érudit qui connaît, je ne connais pas du tout. Et son éditeur lui propose de faire un manga sur les arts martiaux chinois. Pourquoi pas, hein, je trouve une bonne idée, justement, avec ce système qui est encore dans l'œuvre, hein, à savoir le fait de taper des points de pression d'acupuncture, des points vitaux. Et la collaboration. Sauf qu'il a vu Mad Max dans le week-end. Pas du tout. Hervé, t'as pas révisé la genèse. C'est grâce à Buronson, du coup, qui transforme le projet initial. C'est vrai qu'il a fait le dessin. Exactement. Buronson a fait le scénario et c'est Hara qui sortait de son échec, qui fait le dessin. Et qui adore Mad Max. Et c'est Buronson, du coup, qui adorait Mad Max, le scénariste, et qui a transformé, du coup, cette œuvre en post-apo grâce à Mad Max 2, précisément, qui est sorti en 81, dont l'esthétique est clairement reprise. Il n'y a pas de débat, une esthétique du coup post-apo qui marche extrêmement bien dans cet univers désolé post-nucléaire occidental. Enfin, on est en plein dedans. Est-ce que tu sais de quoi Mad Max s'est inspiré pour être ce qu'il est dans Mad Max 2 ? Pas du tout. De Métal Hurlant. Ah, donc ça veut dire que Métal Hurlant a un peu inspiré Hokuto no Ken. Et ça, c'est Métal Hurlant a énormément inspiré la scène mangaka japonaise et de la BD dans le monde, donc c'est une très belle référence. Et Buronson le dit d'ailleurs assez explicitement, ça va être un mélange de Bruce Lee et de Mad Max, comme deux grandes inspirations. Donc ce cocktail, c'est complètement ça. C'est vraiment Kenshiro, le héros, donc Ken le survivant, qui a le physique de Bruce Lee, les attaques de Bruce Lee, les cris de Bruce Lee, dans ce monde post-apo. Là, il y a une imagerie bien évidemment proche de l'œuvre où on retrouve Mel Gibson. Et petit fait intéressant, donc là, le dessinateur Tetsuo Hara a une déformation oculaire assez rare, appelée kératokone, et qui le contraint à fermer un œil pour dessiner. Et cette contrainte physique lui apporte un style vraiment assez fou au dessin, avec des jeux d'ombre incroyables, le réalisme même, enfin les corps, les muscles sont très bien faits, très bien retranscrits. Et pour moi, je le dis vraiment, c'est un des plus beaux dessins qui existent dans le manga, tout manga confondu. Il sait faire des planches iconiques absolument somptueuses, et aussi il joue beaucoup sur la perspective. Ça peut être quelque chose qui vous paraît étonnant au début quand vous regardez les mangas Hokuto no Ken, parce que tu as des fois des méchants qui sont anormalement grands,
tu vois, qui prennent... Ouais, c'est disproportionné, comme des géants, alors qu'ils n'en sont pas, mais c'est un effet de style. C'est pour jouer sur les perspectives, c'est pour désarçonner, et ça peut désarçonner, mais c'est surtout une façon métaphorique de montrer ces êtres-là comme surhumains, soit par leur vraie grandeur d'âme, ou par leur grandeur en termes de cruauté. C'est assez typique au tout début, où on voit un méchant comme on les verrait dans les Mad Max, un mec rasé avec des pinks, avec des pics sur la tête, enfin bref, la totale. Des punks. Il porte carrément une femme entière dans sa main, ce qui n'a absolument aucun sens en termes de proportion, mais c'est vraiment, encore une fois, un exercice de style fait pour montrer la brutalité et la violence de ce monde. Oui, et puis il a fait ça aussi parce que Kenshiro est quand même une sacrée marmule dans le manga. En termes de musculature, il se rapprocherait quand même d'Arnold Schwarzenegger époque Conan, mais il a fait ça aussi pour lui donner ce côté Bruce Lee face à des ennemis plus grands, parce que Bruce Lee était pas très grand, il était très élancé, et c'est vrai que Ken paraît tout de suite beaucoup plus rachitique à côté de ces ennemis-là, et donc il a ce côté très élancé à la Bruce Lee dans ces scènes-là en tout cas. Ouais, c'est clair. Et en ce qui concerne l'univers, donc le manga commence comme ça, en l'an 1900X, la Terre fut consommée par les flammes nucléaires. Donc on est clairement, comme je disais, dans un monde post-apocalyptique où l'être humain a frôlé l'extinction, et la seule loi qui existe, c'est la loi du plus fort. Donc il n'y a aucune concession. C'est un monde sans concession, et il y a 2 étoiles, 2 écoles, 2 arts martiaux millénaires qui vivent, à savoir le Hokuto Shinken, donc l'art divin de l'étoile du Nord, et le Nanto Seiken, l'étoile du Sud, comme une sorte de polarité, hein, le yin et le yang pour schématiser vraiment. Et ses disciples ont une philosophie très opposée. Le Hokuto Shinken, c'est plutôt une attaque interne, si je puis dire. On va taper des points vitaux pour faire exploser, c'est un peu gore, hein, mais pour faire exploser... Les gens de l'intérieur. Voilà, les gens de l'intérieur, la tête, les membres, etc. Quant au Nanto Shinken, c'est plutôt externe, donc il découpe, il tranche. Vraiment, c'est là encore une fois de de la boucherie en effet, mais c'est surtout très métaphorique pour montrer au travers de ces 2 éléments qui s'opposent tout l'univers narratif qu'il y a autour de ça. C'est deux mondes irréconciliables presque, mais qui se nourrissent l'un de l'autre. Et c'est ça qui rend l'histoire absolument somptueuse entre ces 2 écoles, sachant qu'il y a aussi une double histoire, celle des frères qui convoitent pour, en tout cas, Rao et Kenshiro, la même femme, Yuria, ou Julia, qui meurt dès le début du manga, et Kenshiro part défaire les personnes qui lui ont enlevé la femme qu'il aimait, et Rao l'aime aussi, mais lui par jalousie, parce qu'il ne pouvait pas l'avoir, sachant qu'elle aimait Kenshiro. Donc c'est clairement une histoire de passion et d'amour, et une histoire fraternelle en même temps. Donc c'est ça qui fonctionne aussi bien dans cet univers de Hokuto no Ken. Sachant qu'il y a d'autres frères aussi, ils sont 4. Donc il y a Jagi, qui est un personnage que j'aime énormément, qui a d'ailleurs son spin-off à lui, je le ferai peut-être à l'occasion, mais qui est passionnant. C'est un one-shot. Ouais, c'est un one-shot, et il est vraiment très très bien. C'est un gars complètement taré, défiguré, envieux de ses autres frères, qui sont des frères adoptifs de leur père, alors que lui est le seul frère paternel, du coup, le vrai de sang. Il y a Toki, qui est le frère sage, noble d'esprit, qui soigne plutôt les autres. Il y a Ken, le cadet, le plus petit, qui lui est sur le papier, et Rao, le plus puissant, exactement, qui vise à devenir le maître du monde. Donc c'est un combat vraiment fraternel, assez shakespearien presque, avec cette toile de fond de l'amour et de la rivalité entre frères. Il y a une série télé qui est vachement bien, alors je sais pas s'ils l'ont fait en manga, qui s'appelle La Légende de Rao. C'est en 12 épisodes, et ça raconte tous les événements entre Rao au moment où il est parti de l'école du Hokuto, et le moment où il allait affronter Ken pendant le cycle Hokuto no Ken, et qui est très très intéressante. Et au niveau du dessin, ça a été fait par le studio qui a dessiné des Naruto, donc ça change complètement de chara-design. Par contre, au niveau de l'histoire et au niveau de l'ambiance, on est carrément dedans, quoi. Donc je la recommande. Je ne connaissais pas du tout.
je suis vraiment plutôt concentré sur le manga parce que, en fait, il est tellement dense qu'il n'y a aucune œuvre aujourd'hui qui lui arrive à la cheville, même les films s'ils sont ok, mais on est tellement loin de ce que le manga a proposé en termes de sensibilité, en termes de montée dramatique, etc. Mais ils sont de qualité, hein, ça peut être un point d'entrée, mais le manga reste, mais de toute façon, normal, hein, c'est l'œuvre originelle, c'est l'œuvre la plus dense, tout de suite beaucoup plus intéressante. Et donc, un trait évidemment indiscutable de Hokuto no Ken, c'est la violence, l'ultra-violence même de l'œuvre, parce que les combats sont hyper sanglants, comme je l'ai dit, on tranche les gens, on les fait exploser, c'est hyper on violent. est dans le post-apo, il y a de l'esclavage d'enfants et tout. Ouais, il y a de la traite d'êtres humains, de femmes. Au-delà des thèmes, hein, qui sont durs, évidemment, le post-apocalyptique, il y a ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, qui est de la masculinité un peu exacerbée, de l'ultra-violence, de l'esclavagisme, tu l'as dit, et surtout des corps qui sont très souvent décharnés au cours des combats. Donc, d'ailleurs, ça leur avait valu beaucoup de critiques au Club Dorothée, avec Famille de France, etc., qui ont eu des galères. Mais bon, il faut bien avouer que là, pour le coup, c'était quand même assez violent, même pour des enfants. Oui. Mais, je vous l'ai dit, c'était une œuvre qui... donc ça, c'est ce que l'on voit, finalement, cette ultra-violence. Mais Hokuto no Ken, c'est un shonen d'une extrême profondeur, justement pour ce qu'elle raconte, sa sensibilité. Il y a des valeurs extrêmement nobles qui sont portées par nos héros. Donc il y a des valeurs aussi de courage, de sacrifice, portées par exemple par Toki. Et en fait, on n'est jamais dans... Cela peut paraître comme de la violence gratuite, mais c'est encore une nouvelle fois pour jouer avec avec l'ambivalence, pour jouer avec le yin et le yang. Et il y a la violence de l'autre côté, et il y a l'extrême sensibilité de Kenshiro. Il y a l'histoire d'amour qui est centrale, mais c'est une histoire d'amour, d'un amour perdu et d'un amour interdit. Perdu pour Kenshiro, interdit pour Rao, mais c'est aussi l'histoire d'un amour fraternel, un amour très puissant. Toki aime Rao malgré ce qu'il est. Rao aime ses frères malgré qu'il est poussé à les combattre. Et en fait, c'est avant tout, Hokuto no Ken, une histoire d'amour. Et c'est ça qui me semblait hyper important à dire, c'est qu'il ne faut pas se fier ni au post-apo, ni à l'ultra-violence, ni au mec hyper baraqué, etc. Kenshiro pleure, Toki donne sa vie. Ça pleure beaucoup dans Ken le Survivant. Bah oui, parce qu'en fait, c'est extrêmement sensible comme œuvre, et la montrée dramatique qu'il y a autour des frères, elle est extrêmement marquante, extrêmement poignante. Et en ça, c'est vraiment ça, je pense, qu'il faut retenir de cette œuvre, c'est ne pas s'arrêter à sa violence, parce qu'elle a tellement d'autres choses à raconter. Tout s'enchaîne extrêmement bien, c'est facile à lire, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai été pris dedans, j'ai enchaîné, j'arrivais pas à m'arrêter, à tel point qu'aujourd'hui, c'est dans mon top 3 des meilleurs shonen que j'ai lus de ma vie, parce que ce contraste, tu vois, parce que la violence est contrebalancée par cette histoire d'amour, voilà, extrêmement intense, extrêmement sincère entre ses frères et pour Julia. Donc, en conclusion, au-delà donc de cette apparente brutalité, je viens de le dire, il y a une immense tendresse, voire tristesse, et ça, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à imprégner ça dans l'œuvre. Aussi, la beauté incroyable de ces dessins, encore une fois, j'insiste beaucoup, la beauté d'écriture de ses frères, que tout oppose, alors que vraiment, il y a un lien indestructible entre eux. Il y a cette dualité Hokuto Shinken et le Nanto, qui est absolument génial aussi à regarder. Les fresques des conquérants qui se battent, qui se font défaire et tout par Kenshiro, c'est génial. Donc vraiment, foncez. Si vous ne l'avez pas lu, c'est un classique. T'as vu, j'ai repris ton terme mais c'est important le classicisme des fois. Ouais. Mais c'est un classique dans le sens, pas classique justement, pas... c'est intemporel. C'est un incontournable. En fait, dans toute bonne mangatech, il doit y avoir Hokuto no Ken. Surtout que vous pouvez vous arrêter à cet arc-là. Il y a, je crois, 17 volumes en perfecte édition, donc en double volume, ce qui fait beaucoup. Mais on peut s'arrêter à ces 10-là. On a une vraie fin, une conclusion.
à cette fresque fraternelle. Et vraiment, c'est pour moi une des plus grandes pépites du manga contemporain. Après, je te rejoins. Moi, j'adore vraiment Hokuto no Ken et cet arc-là, pour moi, est fantastique. Je conseille aussi, moi, de s'arrêter ici, parce que l'arc d'après est quand même vraiment moins bien, pour le coup. Je le ferai. On sent que, oui, t'as raison, même pour la culture, c'est important. Ouais, il l'avait appelé Ken 2 en France, mais c'est quand même moins bien. Il y a un côté très années 80 dans les designs qui est très, très volontaire et surtout accentué parce que le dessinateur était très, très fan de pop culture américaine, que ce soit des groupes de musique, que ce soit des acteurs. Donc on va retrouver un simili Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren par exemple, Boy George, même Freddie Mercury. Et en fait, chaque personnage, si vous avez un petit peu d'affection pour cette époque-là, va vous rappeler justement ces grandes figures de cette époque en tout cas. Et ça, là-dessus, je trouve que ça marche encore super bien maintenant que les années 80 sont revenus à la mode en fait. Donc c'est un peu donner une seconde jeunesse à Hokuto no Ken. Tu savais qu'ils font une nouvelle série télé ? Non. C'est en 3D moche et c'est dégueulasse. Je me demande si je sais pas. J'ai dû savoir ou peut-être j'ai occulté ça de mon esprit, je sais plus. Mais j'ai vu la bande-annonce, il vaut mieux l'occulter. Hein. Maintenant que tu me le dis, ça me parle. Mais je m'y intéresserai pas. Je pense que je continuerai le manga, je ferai les spin-offs, il y en a plein. Il y a tout un tas de mangas sur Toki. Il y a celui sur Jagi et il y en a d'autres sur Rao. Enfin, il y a vraiment un vrai univers étendu et je les ferai tous. En chronique, je sais pas, je ferai une deuxième partie, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, il faut le lire. Vraiment, c'est un monument. C'est intemporel, ça n'a pas vieilli. Comme tu dis, en plus, il y a des références qui aujourd'hui sont complètement d'actualité. Et en ça, c'est la marque des grandes œuvres, des grandes œuvres, quand 40 ans après, elles fonctionnent toujours aussi bien pour leur empreinte émotionnelle. Vraiment, c'est du chef-d'œuvre. On en est là. Est-ce que, maintenant que c'est terminé, tu as des petits big-up à faire pour reprendre une activité normale ? Eh bien, Kira, je n'ai pas rattrapé les big-up et je pense que ce que l'on va faire, c'est qu'on va redémarrer des big-up à zéro, si vous voulez bien, chers auditeurs. Parce que j'en ai trop de retard. Merci beaucoup d'ailleurs pour tous vos messages. L'été a été assez fou, c'est pour ça qu'on en a reçu beaucoup. Mais du coup, pour passer en big up à la fin de l'épisode, le petit formulaire sur le site web, les 5 étoiles sur les applis, les commentaires Spotify, allez-y et on reprend. Promis juré Kira, dès la semaine prochaine, je m'y remets. Avant de quitter, du coup, il paraît que tu as participé à un podcast dernièrement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Eh bien oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'être invité dans Le Kiff Podcast. Donc vous avez dû avoir une bande-annonce d'ailleurs qui a pop la semaine dernière et l'idée c'était leur concept c'est qu'ils invitent un passionné de tout genre, ils ont fait Disney, ils ont fait le catch, là ça a été le jeu vidéo et comme ils écoutent notre podcast, ils m'ont invité et on a essayé avec Kira de faire quelques collabs comme ça pendant l'été. Il y en aura peut-être d'autres, il y en aura un aussi, une collab avec toi Kira dont on fera la promo. Mais en tout cas, allez-y, c'est 2 heures d'émission sur le jeu vidéo, c'est très très cool. Et en plus, ils sont adorables. Des mecs sympas. C'est des mecs vraiment sympas. Je te laisse le mot de la fin pour conclure. Et puis on a terminé avec cet épisode qui était quand même assez dense, mine de rien. Ouais. La semaine prochaine, je vous promets d'avoir la banane durant la chronique. Donc ça vous laisse une vague idée de quel jeu nous allons parler. Mais évidemment, pour conclure, merci, merci chaleureux du fond du cœur. Merci à toi déjà, Kira, pour l'animation avec moi. Et merci à vous, auditeurs, pour tout l'amour et le soutien que vous nous donnez. Les chiffres de rentrée sont assez ouf, comme pour Hollow Knight, ils le sont pour nous aussi. Donc merci du fond du cœur. Jouez à des jeux vidéo, ce que vous voulez. Regardez les films que vous aimez. Lisez Hokuto no Ken. Achetez Mafia 4 parce que Kira aime beaucoup et écoutez de la musique aussi et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.